Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle web conférence du dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc c'est la première web conférence dans le cadre de Ombré 2, donc la deuxième série de campagne de visite dans Ombré. Donc je suis avec Cyril O'Haraud qui est présent avec moi, qui va assurer la présentation des enseignements qu'on a retenus suite au travail d'analyse des constats sur le terrain. Juste pour démarrer, un petit rappel de Ombré. Donc voilà, juste vous dire que Ombré, c'est un programme C2E inter-outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie, et dont les partenaires, bah, vous les voyez, ils sont affichés à l'écran. Il y a le CAUE Guadeloupe, CAUE Mayotte, Aqua, la FEDOM, Kebati, et donc Énergie Réunion, dont Cyril fait partie. Avec pour Ombré trois objectifs principaux. Le premier qui était de capitaliser de l'information. Donc ça se traduit par ce dont on présente aujourd'hui, des retours d'expérience sur le terrain. Et puis après, ça nous sert à alimenter un petit peu différentes choses. Le second objectif, c'est celui de partager toute la ressource et toutes les ressources qui existaient déjà. Et pour ça, il y a une plateforme qui a été créée il y a déjà 2 ans maintenant, qui s'appelle Pergola et que vous retrouvez sur différents sites internet, et qui permet voilà, d'avoir un centre de ressources commun avec toutes les ressources communes d'un territoire à l'autre. Donc nous, toutes les productions que l'on fait dans ce cadre de retour d'expérience, elles apparaissent également dans Pergola. J'y reviendrai aussi un petit peu après, mais dans l'objectif de partager ces éléments, on avait créé une chaîne YouTube aussi, @OmbréAQC, qui permet de retrouver tous les formats vidéo, donc les webconférences, aussi des tutos, les restitutions. Je reparlerai aussi des assises de la construction durable. Vous avez la restitution des ateliers et de la matinée qui sont en ligne sur cette chaîne YouTube. Et le troisième objectif qui était celui d'accompagner, donc ça s'était traduit par l'accompagnement de 10 projets dans la première session de Ombré. Et là, on est sur un accompagnement de 12 nouveaux projets qui ont été lauréats dans Ombré 2. Donc ça, ces projets, vous pouvez les retrouver aussi sur le site internet de Ombré. Donc il s'agit de tout un tas de projets qui ont été proposés par les acteurs des territoires et dont Ombré a accompagné pour le développement. Voilà, donc ce que je vous disais, la petite chaîne YouTube Ombré, donc c'est celle-ci. Donc vous avez des playlists en fait, hein, puisqu'on avait aussi mis les web masterclass qu'on avait réalisés, qui sont des masterclass plus sur des sujets généraux, voilà, qu'on avait fait pour les assises de la construction durable. Donc vous avez la playlist des 5 web masterclass. Vous avez des vidéos projets exemplaires qu'on a fait sur différents territoires, dans le cadre d'Ombré 1 aussi. Les webconférences qu'on avait fait sur différentes thématiques, comme on est en train de faire aujourd'hui. Et puis toute une série de tutos ombrés qu'on avait aussi déclinés en créole sur vos différents territoires. Donc ça, c'est plus voilà, pour les partager sur vos réseaux sociaux, etc. Ça, c'est pour Ombré. Je vais laisser Cyril dire quelques mots maintenant sur Énergie Réunion, donc la structure à La Réunion qui a réalisé le retour d'expérience. Oui, donc bonjour à tous, Cyril Waro, donc je suis le chef de projet sur la partie maîtrise de la demande en énergie. Donc Énergie Réunion, c'est donc une agence locale qui travaille depuis 2001, déjà depuis l'AREA, l'Agence régionale Énergie Réunion, puis SPL Horizon Réunion, puis de nouveau Énergie Réunion. Donc on travaille en faveur de la transition énergétique donc sur l'île de la Réunion avec pour objectif de lutter contre le changement climatique et notamment avec un aspect sur tout ce qui est précarité énergétique. Donc on travaille pour le compte de nos actionnaires qui sont les collectivités territoriales. Et notre ambition, c'est d'être un acteur clé, incontournable et un expert reconnu sur le territoire sur tout ce qui est énergie renouvelable, mais aussi sobriété énergétique et mobilité durable. Donc globalement, on traite de tous les sujets. On a notamment un observatoire de l'énergie de la Réunion qui donne tous les ans les chiffres clés de la production et de la consommation d'énergie à la Réunion. Et on a deux services ingénierie et technique donc sur la partie MDE, maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable, à travers lesquels on touche tous les types de publics, les particuliers, où on gère tous les dossiers et dispositifs régionaux et européens de cofinancement pour tout ce qui est chauffe-eau solaire, photovoltaïque, etc., mais aussi de la sensibilisation au grand public, et sur des thématiques plus ingénierie, sur tous les sujets ENR, hydrogène, etc. Voilà. Donc, globalement, on a aujourd'hui 26 actionnaires, donc 26 collectivités territoriales de la Réunion. Donc, on travaille avec la plupart des collectivités de l'île.
Ok, merci Cyril. Je l'ai pas dit en préambule, hein, mais voilà, c'est assez descendant comme présentation. Mais vous avez quand même la possibilité de poser vos questions ou vos remarques dans l'onglet conversation, et moi je les regarderai au fur et à mesure de la présentation de Cyril. Juste pour continuer, un petit mot aussi sur le dispositif Rex Bâtiment Performant, qui permet de comprendre comment on a choisi les enseignements bah, voilà, on va vous présenter aujourd'hui 12 enseignements. Le but, c'est pas d'être exhaustif sur le sujet, c'est vraiment de partir du terrain. Donc, dans le dispositif Rex Bâtiment Performant, c'est ça, la première étape, on la voit ici, c'est la réalisation d'audits de terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on va visiter des opérations qu'on a identifiées au préalable pour des intérêts par rapport à la thématique, donc ici les toitures végétalisées. On réalise des interviews auprès des acteurs qui ont participé à ces projets, donc que ce soit de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, des entreprises, bureaux d'études, etc., des usagers aussi. Donc l'enquêteur, ici c'est Cyril, qui collecte toutes ces informations et qui, à l'étape 2, saisit toutes ces infos dans une base de données qu'on met à disposition. Donc c'est la partie capitalisation. Donc on met toutes les informations qu'il a vues, entendues, les documents qu'il a pu récupérer, les photos qu'il a pu prendre pour illustrer les différentes problématiques ou bonnes pratiques. Ensuite, on est sur une troisième partie, une partie qu'on appelle analyse, où là, avec Cyril et puis des contributeurs experts, on revient un petit peu sur tout ce qui a été vu, on analyse un petit peu la base, on fait un tri de l'information, analyse et compréhension des différents phénomènes, et on fait un choix des enseignements qu'on souhaite mettre prioritaires parce que soit il y a une récurrence forte, ou soit parce qu'il y a des impacts forts en termes d'inconfort, en termes de coûts de réparation, etc. Et puis la quatrième étape de ce dispositif, c'est la mise à disposition des résultats. Donc ce qu'on fait là, ce qu'on fait via les livrables, ce qu'on fait via la chaîne YouTube aussi sur des formats autres de tutos ou de vidéos projets exemplaires. Donc voilà, c'est juste, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exhaustif. Le but, c'est pas ça. Il y a des guides qui existent, on en fait référence. Mais nous, c'est vraiment de faire un focus sur ce qu'on a vu sur le territoire. Donc voilà, ça c'est pour rappeler un petit peu le dispositif Rex Bâtiment Performant. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, ici, quand je parlais dans la partie analyse, où on est accompagné par des contributeurs experts. Ici, bah, j'en profite pour remercier Mariva Payet qui a travaillé sur ce sujet et qui a accompagné Cyril sur le choix de ses enseignements, l'analyse. Et puis aussi, de manière un petit peu plus diffuse, on a travaillé avec on a fait différentes consultations, que ce soit auprès du Conservatoire botanique, du SDIS, de l'Université de La Réunion ou de l'UNEP, sur des sujets vraiment très particuliers, très précis, qui concernent certains enseignements, mais pas l'entièreté des 12 enseignements. Donc voilà, sur la partie introductive, Cyril, je te laisse prendre la main avec cette première slide. Oui. Donc, pour vous rappeler que les toitures végétalisées, c'est pas du tout nouveau, c'est même assez ancien, répandu, notamment dans les pays scandinaves, avec tout ce qui est toiture gazon, aussi appelé toiture taube, mais relativement récent en métropole. Donc là, j'avais un chiffre, on a une augmentation d'à peu près 16% de la part de marché entre 2016 et 2021, selon l'association qui suit les toitures végétalisées, la DIVET. Et c'est encore, on va dire, plus récent dans les DOM, notamment à La Réunion. Donc je rappelle ici qu'en fait, on parle de toiture végétalisée dans les DOM, mais je me suis appuyé essentiellement sur des retours d'expérience terrain issus de la Réunion, hein, concrètement. Donc le phénomène est assez récent ici, mais une croissance aussi qui est nettement moins marquée, qui est même en ce moment plutôt stoppée. On verra que c'est assez dommage. Et c'est un des objectifs aussi de ce webinaire du guide, c'est de dire qu'on peut faire de beaux projets en faisant attention à certains points. Donc si on passe à la diapo suivante. Donc, à La Réunion, comme je disais, ça a surtout été impulsé par le biais de la commande publique et à l'initiative de groupements de maîtrise d'œuvre, donc souvent des architectes qui étaient déjà convaincus par les atouts apportés. Donc, les atouts, je les rappelle ici, ça facilite l'insertion et l'intégration paysagère des bâtiments dans leur environnement. Ça limite, bien entendu, les îlots de chaleur, notamment dans les centres-villes. Ça permet d'améliorer la gestion des eaux de pluie, notamment lors de fortes pluies de forte intensité, avec un phénomène de déphasage de la pointe de débit. Ça contribue aussi, bien entendu, à la protection de la biodiversité en ville, en centre-ville et en général sur le territoire. Et ça permet, c'est le rôle qu'on attend certainement le plus, de diminuer les apports solaires par la toiture, par le phénomène d'évapotranspiration. Donc, pour les locaux climatisés juste en dessous d'une toiture végétalisée en particulier,
on attend aussi à ce qu'il y ait une moindre consommation de la climatisation du fait des apports solaires réduits. Et enfin, il y a une amélioration des propriétés acoustiques. Donc, sur la diapo suivante, on verra ce qui nous a poussé à travailler sur cette thématique, c'est aussi qu'il y avait un cadre réglementaire qui a commencé à se mettre en place en 2023 avec des groupes de travail d'hommes dans lequel j'étais intégré pour la Réunion, avec une adaptation donc de ce qui allait se faire déjà en métropole, donc notamment les articles 41 et 43 de la loi APA qui permet, qui favorise entre guillemets la mise en œuvre de ce type de procédé. Donc, on va peut-être passer à la diapo suivante. On verra concrètement, voilà, sur l'échelle de temps, ce qui était plus ou moins attendu. Et ça, les gens ne sont pas forcément très au point là-dessus, pas très au courant. Et il est vrai que la communication de la DHUP n'est pas très claire, malheureusement. Donc, il faut savoir que depuis 2024, théoriquement, on doit, pour les projets neufs ou les réhabilitations lourdes, mettre au minimum 30% de toiture en énergie renouvelable, donc solaire, photovoltaïque, thermique ou toiture végétalisée. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que des catégories se sont rajoutées. Donc à partir de 2025, on a notamment tous les typologies d'enseignement qui se rajoutent dans le neuf et en réhabilitation lourde. Mais il faut savoir aussi qu'en théorie, à partir de 2028, cela va concerner aussi l'existant et pour un seuil de toiture qui sera là de 500 mètres carrés. Donc, vous voyez que le cadre réglementaire facilite l'apparition de ce genre de projet de toiture végétalisée. Donc, juste un petit rappel sur le vocabulaire. Donc, en gros, on a trois types de toiture végétalisée rencontrés dans la littérature. Un premier type qu'on appelle une toiture intensive ou toiture jardin, qui est là vraiment une toiture de forte épaisseur avec un substrat qui est constitué principalement de terre végétale, en général sur des structures béton avec plusieurs strates possibles, y compris des arbres, donc avec des hauteurs relativement élevées. Et bien entendu, on peut le comprendre, il y a des contraintes très élevées en termes de surcharge, d'accessibilité, et c'est vraiment réservé à des projets dans le neuf et avec des coûts de mise en œuvre et d'entretien qui vont avec. Donc, on le balaye tout de suite parce que globalement, c'est le cas de figure que je n'ai quasiment pas rencontré. Et donc, le guide, il va très peu parler de ce cas-là. Donc, vous voyez un petit schéma à gauche avec les trois types. Le second type de toiture végétalisée, qu'on appelle semi-intensive ou toiture jardin légère, là, cela correspond à des toitures avec un substrat d'une épaisseur qui va environ de 12 à 30 cm. Donc, c'est un substrat plutôt minéral cette fois-ci, avec une surcharge relativement limitée, avec quelques strates de végétation, mais on va dire une hauteur moyenne limitée à 1 mètre. Et là, on a des espèces plutôt intermédiaires de jardin et de potager. Donc, pareil, là, c'est très peu rencontré, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vu sur les sites qu'on a audités nous. Donc, les constats qui vont être présentés concernent un peu moins cette typologie, mais la plupart du temps, ils s'y prêtent aussi. Par contre, le dernier type de toiture végétalisée dite extensive, c'est celle qu'on va le plus détailler ici, et donc qui correspond à une épaisseur de substrat entre 7 et 12 cm, un substrat pratiquement minéral à 90-95%, une surcharge limitée, on est aux environs d'à peu près 100 kg par mètre carré au maximum, et qui est réalisable sur des projets neufs ou en rénovation, sur des structures lourdes de béton, voire sur des structures sèches, légères en bois ou sur tôle, etc. Donc là, la végétation est plutôt composée de plantes grasses, de graminées, éventuellement de fleurs, avec une strate basse. En théorie, 30 cm maximum, mais on verra, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et enfin, on a un essor récent de nouvelles solutions techniques, notamment, on va en parler tout à l'heure, avec des solutions qui se prêtent aux toitures tôles, donc aux toitures inclinées, et donc qui s'adaptent aussi à la rénovation des bâtiments. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est que pour mener à bien un projet de toiture végétalisée, il est nécessaire de porter attention à chaque étape de réalisation, de l'idée de la conception à la réception du projet. Globalement, j'ai mis là quelques photos pour vous illustrer. Ce qu'on veut éviter, c'est ce genre de phénomène de toiture que j'appelle pauvre, visuellement pas très esthétique, et avec finalement un rôle qui n'est pas rempli. Donc l'idée et l'objectif de ce guide et des enseignements, c'est de passer
de ce type de photo plutôt à ce genre de photo avec quelque chose de plus diversifié, de plus dense et qui assure les caractéristiques attendues, notamment thermiques, qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc voilà Voilà, donc ça la c'est. petite introduction. Ouais, merci Cyril. Et du coup, bah, on va balayer en fait les 12 enseignements. Donc on travaille toujours de la même manière, hein, sur nos enseignements. Si on a retenu cet enseignement, c'est parce qu'il y avait des non-qualités. Donc on part toujours de la non-qualité, que Cyril va vous expliquer, donner potentiellement les origines, le contexte, pourquoi on en est arrivé là. Et puis surtout en termes d'impact, à quoi ça conduit. Et derrière, on a travaillé à trouver des solutions correctives quand on a cet état de non-qualité et surtout des bonnes pratiques pour éviter d'avoir des problématiques. Donc à chaque fois, l'enseignement il sera toujours décliné de cette manière. Et donc du coup, sur le premier enseignement, on est sur le fait de prévoir une diversité suffisante d'espèces. Voilà. Donc le premier enseignement, comme le disait Samuel, prévoit une diversité d'espèces suffisante. Le constat de non-qualité qu'on a pu observer, c'est que la toiture végétalisée, certaines d'entre elles en tout cas, n'est composée que d'une ou deux espèces différentes. Donc là, vous voyez une photo d'une même toiture avant et après, on va dire. Le souci est que cette toiture végétalisée était composée d'une seule espèce, du type cynodon, euh, pas suffisamment diversifiée, qui pour diverses raisons n'a pas tenu dans le temps, ce qui a entraîné sa disparition, comme vous le voyez à droite. Donc, les impacts de ce manque de diversité sont ceux-là, c'est que certaines plantes utilisées ne permettent par exemple pas d'avoir une couverture suffisamment dense, on le verra sur des photos tout à l'heure avec des plantes de type aloe, ce qui peut laisser place au substrat nu, donc on voit notamment les scories volcaniques rouges, ce qui limite, bloque en tout cas le phénomène d'évapotranspiration, et donc le rôle thermique n'est pas du tout au rendez-vous. Comme impact, on a aussi l'absence de différentes strates qui permet aussi de maintenir une certaine densité. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs types de plantes, plusieurs strates, plusieurs hauteurs, permet de faire une espèce de symbiose avec des plantes qui protègent les plantes les plus basses du rayonnement solaire, etc., d'avoir la diversité et de faire un écosystème qui permet de maintenir toutes les plantes en bonne condition. Donc le risque est tout simplement pour la durabilité de la toiture végétalisée et éventuellement, mais là c'est plus subjectif, on a un défaut esthétique, notamment quand les espèces ont totalement disparu en toiture. Donc, alors, il peut y avoir des solutions correctives. Dans ce cas-là, il faut effectivement identifier les causes de la perte de diversité des plantes et y remédier. Donc, peut-être questionner sur l'irrigation qui est en place, peut-être éventuellement apporter du substrat, faire du bouturage, réintroduire une diversité de plants adaptés au substrat en question et au climat. Donc, on le rappelle dans le guide, mais à La Réunion, par exemple, il est courant de dire qu'on a plus d'une centaine, voire plusieurs centaines de microclimats. Donc, il faut veiller véritablement projet par projet aux espèces les plus adaptées et à ce qu'il faut en face en termes de substrat et d'apport d'eau. Et bien entendu, une solution corrective, c'est mettre en place un entretien régulier, mais on va y revenir lors d'un prochain enseignement. En termes de bonnes pratiques, donc comme je disais, l'idée c'est plutôt d'avoir une palette végétale adaptée aux caractéristiques du milieu et diversifiée avec différentes hauteurs, différents types de racines et de profondeur de racines, différents types de densité, de surface foliaire. Donc bien entendu, respecter des espèces qui sont en lien avec le microclimat, des espèces plutôt indigènes, plantées en pépinière et non prélevées dans le milieu naturel, ou à minima des espèces exotiques mais non envahissantes. Et donc globalement, ce qu'on conseille aussi, c'est bien entendu de prendre la tâche auprès de spécialistes, donc les botanistes, les horticulteurs éventuellement, dans le choix des espèces les mieux adaptées au projet. Donc, on vous met à la fin, en général, il y a un exemple de bonne pratique. Donc, avec cette photo, vous voyez une toiture tôle inclinée avec une bonne diversité d'espèces et également une bonne densité. Et d'ailleurs, du coup, le sujet de la densité, c'est l'enseignement suivant, puisque là, on a vraiment parlé, on a voulu séparer vraiment les deux parce que ça peut être deux cas très différents.
Donc une partie diversité et puis une partie densité. Donc du coup, je te laisse continuer sur cette partie-là. Voilà. Et donc cet enseignement-là est tout à fait en lien avec le premier, c'est que la densité des espèces utilisées en toiture végétale est faible et c'est à peu près les mêmes effets qui sont reproduits. Donc là, vous voyez sur la photo, le couvert végétal finalement est relativement faible. Il y a plein d'espaces vides laissant apparent les scories, comme je disais tout à l'heure, ce qui finalement réduit l'effet thermique attendu, donc un défaut, un inconfort thermique, car l'évapotranspiration est très limitée, voire absente. A contrario, on peut même assister à la création d'un îlot de chaleur. Imaginons par exemple ce type de toiture en centre-ville avec des bâtiments tout autour de plus haute hauteur. Le fait d'avoir des scories volcaniques nues apparentes peut créer un effet, enfin un albéto qui est moins bon et donc un îlot de chaleur entre guillemets urbain. Donc c'est totalement un rôle inverse que celui qui est attendu. Enfin, l'impact environnemental, ça peut créer des conditions pour un terrain plus propice à l'installation et à la propagation d'espèces invasives, mais ça, c'est également un enseignement qu'on traitera tout à l'heure par la suite. Donc, pour les solutions correctives, comme je disais tout à l'heure, il faut identifier les causes de la perte de diversité et de densité des espèces, des plantes, et y remédier. Donc, c'est à peu près les mêmes solutions que tout à l'heure. Il faut éventuellement regarder le substrat s'il est adapté aux plantes ou adapter les plantes au substrat, apporter éventuellement l'irrigation nécessaire ou la contrôler, réintroduire les espèces, faire du bouturage, etc. Enfin, juste sur le point de l'arrosage automatique en période sèche, et donc pour rappeler à nos amis des autres territoires, donc on a en gros plusieurs quatre grandes zones climatiques, on va dire. On a une zone qui est au vent et une zone sous le vent. Et donc, on a une zone à l'ouest qui est plutôt sèche, donc on est totalement concerné. Et dans ce cas-là, il faut privilégier l'arrosage en goutte à goutte ou la subirrigation, plutôt que l'arrosage manuel ou automatique, non, comment dire, pas bien réparti. Mais ça, pareil, c'est un autre enseignement qu'on va traiter par la suite. Donc, sur les bonnes pratiques, ce qui est intéressant, c'est de réaliser dès la phase conception un plan de plantation avec les espèces utilisées, les différentes variétés, leur densité, éventuellement le nombre, etc., pour se donner un taux de couverture. Théoriquement, il est admis qu'on vise un taux de couverture, par exemple, de 80%. Il faut mettre cet objectif dans le cahier des charges et que le travail du groupement de maîtrise d'œuvre fasse le nécessaire et des entreprises de travaux ensuite pour assurer cette couverture. Donc, c'est les mêmes constats que tout à l'heure. Il faut effectivement adapter le choix des espèces et mettre en place un contrat d'entretien dès la phase réception pour la période de confortement. La période de confortement, en gros, c'est la période à partir du moment où la plante a été installée jusqu'à ce qu'elle prenne, entre guillemets, racine et qu'elle devienne pérenne. Donc, le contrat d'entretien, il est important de le faire démarrer dès cette phase-là et pas à la fin de la plantation des végétaux, mais vraiment faire ce suivi-là à la phase de confortement et après la période de GPA, on va dire. Donc, intégrer une diversité d'espèces, ça permet d'optimiser les chances de maintenir l'ensemble des espèces en bonne santé et d'avoir une densité suffisante, donc ce fameux 80% de couverture, mais qui peut être revu à la hausse ou à la baisse par la maîtrise d'œuvre, hein, c'est par le maître d'ouvrage, pardon, c'est lui qui fixe l'objectif et c'est ensuite aux experts du sujet de faire en sorte de s'y tenir. Sur la diapo suivante, donc on verra quelques photos. Vous voyez donc deux toitures différentes, une toiture sur dalle béton, toiture terrasse, et une autre sur toiture tonne inclinée, donc avec de la diversité et de la densité. Et ça permet effectivement de maximiser ce phénomène d'évapotranspiration et de maintenir la toiture végétalisée, entre guillemets, en bonne santé. Ok, du coup, sur l'enseignement suivant, on est sur le côté accessibilité aux toitures végétalisées. Donc, on a constaté aussi qu'il y avait des difficultés pour accéder aux toitures végétalisées. Donc l'enseignement, il s'intitule tout simplement Prévoir un accès simple et sécurisé aux toitures végétalisées parce que justement cet accès n'est pas sécurisé
pour les intervenants, parfois dès la phase de travaux et ensuite dans la phase d'entretien. Là, par exemple, on a deux photos où vous voyez une toiture végétalisée avec un acrotère qui est d'assez faible hauteur, avec des risques éventuellement de chute pour le personnel d'entretien, donc absence de garde-corps, difficulté pour repérer les éventuels points d'ancrage. Sur la photo de droite, vous voyez par exemple un point d'ancrage qui est perdu au milieu de la toiture végétalisée et en fait où le risque est déjà apparu bien avant. Il y a un risque de chute avant d'arriver au point d'ancrage. On a une absence de ligne de vie définitive qui permet de s'attacher. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Sur les impacts, mais tout simplement difficulté lors de la mise en œuvre de la toiture végétalisée et ensuite principalement pour l'entretien. Il peut même y avoir, le cas échéant, le refus d'intervention des entreprises s'il risque de chute. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais qui dit maintenance dit aussi entreprise de maintenance. Et en général, ce sont les mêmes entreprises de maintenance des espaces VA, espaces publics, etc. Donc, peuvent se poser des questions et des problèmes d'habilitation de travail en hauteur, de matériel, avoir le harnais, etc. Donc, ça peut entraîner ce genre de difficulté. Donc, difficulté pour identifier et atteindre aussi le point d'ancrage, on l'évoquait tout à l'heure, surtout dans le cas où la ligne de vie ou éventuellement le point d'ancrage est caché sous la végétation, et notamment, on verra tout à l'heure, ça peut arriver qu'on a des fuites d'eau en toiture qui entraînent un foisonnement de la végétation, et donc on ne voit plus tout simplement où est-ce qu'on doit s'accrocher. Enfin, il peut y avoir un risque de détérioration des plantes si on a besoin à chaque fois qu'on monte en toiture, de créer une ligne de vie provisoire en l'absence de garde-corps pour pouvoir faire ce corridor de sécurité pour pouvoir s'y attacher. Donc, sur les bonnes pratiques, il faut dès la phase conception prévoir un accès simplifié pour les interventions futures. Il faut bien entendu renseigner ces informations sur les moyens d'accès et de sécurisation dans les documents d'intervention ultérieurs sur les ouvrages et effectuer les contrôles nécessaires pendant et après la construction, plutôt l'installation de la toiture végétalisée, pour s'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont installés correctement et sont en bon état. Enfin, il faut enregistrer ces contrôles des moyens d'accès et de sécurisation également dans les documents d'intervention ultérieure sur les ouvrages. Donc un exemple de bonne pratique, la présence de garde-corps tout autour de la toiture pour permettre des interventions sécurisées. Ok, ensuite, sur l'enseignement suivant, alors que c'est un enseignement qui sort un petit peu de la façon de faire, mais là, du coup, on était aussi sur le fait d'envisager les toitures en complément des espaces au sol et ne pas tout miser que sur la toiture végétalisée. Voilà. Ce qu'on a constaté aussi, effectivement, c'est que la toiture ou une partie des toitures d'un site représente le seul espace végétalisé du site. Et c'est notamment le cas en rénovation, les autres espaces disponibles au sol étant fortement minéralisés. Donc là, comme on le voit sur les photos de ces deux sites, finalement, on a la végétation qui est plutôt concentrée en hauteur et c'est dommage. Donc, on le voit sur le diapo juste après, sur les impacts, ben c'est l'inconfort thermique. Parce que finalement, l'apport solaire par la toiture, effectivement, il est diminué, mais on a la persistance des îlots de chaleur au niveau du sol et l'air extérieur qui rentre dans les salles. Là, par exemple, dans le cas d'une école, l'air chaud extérieur rentre dans les salles de classe. Donc, en fait, entre guillemets, l'effet de la toiture végétalisée est finalement minime par rapport à cet air réchauffé. Et en termes d'impact, ça a aussi une incidence sur la gestion limitée des eaux de pluie sur la parcelle, bien entendu. Donc, sur les solutions correctives, il est intéressant d'étudier la possibilité d'intégrer de la végétation au toit du bâtiment, en sol ou en pleine terre. Et effectivement, et c'est à la mode et on en est heureux, déminéraliser les abords des bâtiments. Et notamment, il y a pas mal de projets en ce moment sur les cours d'école à La Réunion. Donc, remplacer tout ce qui est parking bitumé par des solutions type pavé enherbé, mais également les cours intérieurs, euh, remettre de la TA, des végétaux pour améliorer la qualité de l'air et les températures
aux abords des bâtiments. Donc, c'est l'illustration qu'on met, ah oui, juste en termes de bonne pratique, donc intégrer la végétalisation, pas seulement à l'échelle de la toiture, mais véritablement à l'échelle du site, de la parcelle, et bien entendu, prioriser les espaces au sol pour la mise en place de la végétalisation, tout simplement pour une question pratique, c'est qu'ils seront plus facilement accessibles pour la mise en œuvre et pour l'entretien et la maintenance. Et finalement, la toiture végétalisée, c'est un surplus, c'est un support de végétalisation supplémentaire dans la stratégie globale de végétalisation du site. Voilà. Ça ne doit pas être une compensation. Donc là, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a une photo, un exemple de bonne pratique, avec un projet de déminéralisation des codécodes sur un site équipé d'une toiture végétalisée. Et je le cite parce que c'est un projet ombré, donc et projet école durable, porté donc par l'AQC et le CAUE Réunion. Alors, du coup, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure sur les origines de certaines insuffisances de diversité ou etc. Le problème de l'arrosage, du coup, on y vient sur cet enseignement. Voilà. Il y a aussi pas mal de questions qui se posent sur la maîtrise de l'arrosage des toitures végétalisées. Et là, effectivement, on peut avoir différents cas de figure. Donc, quand on dit l'arrosage des toitures végétalisées n'est pas optimisé, l'arrosage en termes d'homogénéité, de quantité, de mode d'arrosage ou de fréquence n'est pas adapté selon le type de complexe, de plante ou de substrat. Et ça, en plus, en fonction des phases de vie de la toiture végétalisée, à l'installation, au parachèvement ou à l'enracinement. Donc là, en termes de mauvaises pratiques, on a une photo d'illustration où on voit l'eau en excès à cause d'un problème de circuit qui n'est pas encore en boucle fermée. Et donc, c'est l'eau potable qui est utilisée pour alimenter la toiture végétalisée. N'est pas bien maîtrisée et l'eau étant en excès finit par déborder sur la toiture en dessous. Et donc, les impacts, c'est bien entendu déjà, dans ce cas-là, une surconsommation d'eau potable lorsque l'arrosage automatique n'est pas contraint d'une façon ou d'une autre à une mesure du taux d'humidité du substrat. Et ça peut être totalement l'inverse, c'est-à-dire l'absence totale d'arrosage d'appoint, comme on l'a vu sur la première photo du premier renseignement tout à l'heure, ce qui peut entraîner un dépérissement de certaines plantes, voire de la toiture végétalisée dans son entièreté en période sèche. Donc, les solutions correctives, je l'avais évoqué tout à l'heure, il faut bien veiller à quadriller la toiture pour avoir un arrosage uniforme sur toute la surface. Éventuellement, il faut aussi positionner des capteurs d'humidité du sol à différents points, pareil, bien quadrillés pour harmoniser l'arrosage. Et on peut aussi astreindre l'arrosage au taux d'humidité du substrat. Donc, sur les bonnes pratiques, il faut réaliser dès la phase conception un dimensionnement du système d'arrosage avec un spécialiste en fonction de la surface de toiture, en fonction du substrat, des végétaux implantés. On peut éventuellement réutiliser les eaux de récupération pour l'arrosage. Ce qui est intéressant aussi en termes de bonne pratique, c'est de faire un suivi des consommations d'eau potable pour vérifier éventuellement tout ceci sur, par exemple, une surconsommation qui pourrait faire suspecter une fuite sur la toiture. Prévoir aussi des vannes d'arrêt bien placées, accessibles pour permettre l'arrêt en période entre guillemets normale ou une fois le parachèvement réalisé ou dans des microclimats où il pleut souvent, comme à La Réunion. En termes de bonne pratique, on peut aussi mettre en place des programmateurs Bluetooth reliés à des électrovannes pour une gestion à distance. Donc, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de monter en toiture pour vérifier le taux d'humidité du substrat et pour pouvoir piloter l'arrosage. Tout ça peut aujourd'hui se faire de façon automatisée et à distance avec la technologie. Et je l'avais évoqué aussi tout à l'heure, pour tout ce qui est irrigation, prévoir plutôt du goutte à goutte ou une irrigation basse pression pour une distribution plus efficace et éviter les gaspillages d'eau, notamment d'eau potable. Donc, des petites photos d'illustration pour les bonnes pratiques. Là, donc, on voit une buse d'arrosage automatique. Bon, on ne voit pas toute la surface, mais c'est le cas partout. Donc, une surface bien quadrillée, une buse d'arrosage bien protégée des opérations de maintenance qui permet d'arroser un espace bien défini. Sur la photo de droite, on voit par exemple un programmateur Bluetooth sur l'électrovanne, comme je disais, pour pouvoir faire du suivi et du pilotage à distance de l'arrosage. Alors, enseignement suivant, donc du coup, ça a fait aussi l'objet d'un échange avec le SDI sur ce sujet-là, qui était celui d'intégrer le risque incendie lors de la conception des toitures végétalisées.
Ça, c'est effectivement un enseignement qui est un peu nouveau, en tout cas pour nous, c'est que, il faut intégrer le risque incendie lors de la conception de toitures végétalisées. Et les commissions de sécurité, en général, se posent pas mal de questions sur ce type de procédé. Donc, le constat de non-qualité qu'on a fait, c'est que la sécurité et la prévention incendie n'ont pas été forcément pris en compte lors de la conception de la toiture végétalisée. Sur la photo de gauche, par exemple, pour illustrer, on a une toiture végétalisée qui est en hauteur, non accessible facilement, et qui en plus fait suite à une façade composée par des brise-soleil composites. Donc, il peut y avoir des phénomènes de propagation par la toiture végétalisée qu'il faut prendre en compte. Sur la photo droite, les deux photos de droite, par exemple, on voit par exemple des amas de végétaux séchés qui sont laissés en place à la périphérie des toitures végétalisées et qui peuvent permettre, comme je disais, la propagation, si ce n'est le départ d'incendies. On a aussi le phénomène de végétaux indésirables qui peuvent être mis dès l'installation, voire qui peuvent se propager autour des équipements techniques. Tout ce qui est groupe extérieur des enfumages, de climatisation, d'installation solaire quelconque, etc. Et ça peut effectivement entraîner des risques vis-à-vis de la sécurité incendie. Donc les impacts, comme je disais là, c'est la production de combustible par la présence de végétaux secs, un risque de propagation du feu en cas d'incendie et un risque aussi de dégradation physique des supports du complexe d'étanchéité en cas d'incendie. Donc, les solutions correctives, tout simplement, il faut demander un avis consultatif au service de secours, donc au SDIS, dès la genèse du projet pour intégrer tout type de risque. Donc, effectivement, on peut ajouter des équipements de type coupe-feu si besoin. Et il faut aussi veiller à assurer une conduite et un entretien pour éviter justement la présence de végétaux secs, donc de combustible, ce qui passe par de l'irrigation éventuellement, par de la taille, par l'enlèvement des végétaux morts avec une petite faute de français. Sur les bonnes pratiques, donc, il faut veiller à intégrer dans la conception les différentes règles de sécurité incendie selon le type de bâtiment. Donc, selon qu'on soit en habitation, en EAP, etc. Il faut aussi veiller à isoler la toiture végétalisée des potentiels éléments propagateurs d'incendie, intégrer donc un calendrier d'entretien pour tout ce qui est maintenance, comme je disais tout à l'heure, pour enlever les débris potentiellement inflammables. On peut aussi utiliser des espèces pyrorésistantes, assurer une humidité adéquate du substrat en faisant son suivi pour réduire justement la propagation du feu et coupler la détection incendie si elle est présente à l'arrosage automatique. Enfin, on le conseille et c'est même prévu dans la loi APA, les articles 41 et 43, pour les toitures végétalisées, il faut prévoir un point d'eau incendie PEI à moins de 200 mètres. Donc, un exemple de bonne pratique, donc on a une toiture végétalisée classique sur dalle terrasse béton avec une bande stérile, des points d'eau à proximité et avec des équipements techniques qui sont bien encadrés et qui ne sont pas juste à côté de la végétalisation pour éviter toute propagation d'incendie, que ce soit de l'intérieur du bâtiment vers la toiture végétalisée en passant par les différentes canalisations ou l'inverse de la toiture vers l'intérieur du bâtiment. Ok, sur l'enseignement suivant, on va être sur la question de la durabilité de l'étanchéité à l'eau sur la toiture terrasse. Voilà, ça c'est un des principaux soucis qui est dans l'imaginaire collectif, on va dire, c'est qu'on a souvent des problèmes d'étanchéité à cause des toitures végétalisées. Donc l'enseignement qu'on a appelé assurer durablement l'étanchéité à l'eau en tout point de la toiture végétalisée, il part effectivement d'un constat, c'est que on a des infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux au droit des toitures végétalisées. Mais cela s'explique. Donc, tout d'abord, les impacts. Bien entendu, il peut y avoir une dégradation des supports. Il faut veiller notamment à tout ce qui est dalles, avec la corrosion des ferraillages de dalles, ce qui peut présenter un risque important pour la durabilité même de la toiture et du bâtiment. Dégradation des charpents de bois dans le cas de structures sèches. On peut avoir le cas échéant, la dégradation des peintures intérieures, des faux plafonds, de l'isolant s'il y a un isolant supplémentaire en faux plafond, qui entraîne là aussi un risque pour la durabilité de l'ouvrage. Une dégradation possible aussi de la qualité de l'air intérieur avec le développement de moisissures
et, comme je disais tout à l'heure, la dégradation des isolants et donc de leurs caractéristiques techniques. Donc la solution corrective, tout simplement procéder à une expertise pour identifier les défauts d'étanchéité ou de mise en œuvre et voir la faisabilité d'une reprise d'étanchéité. Donc les bonnes pratiques. Donc sur la phase conception, il faut prévoir des carnets de détails précis sur la réalisation de la toiture végétalisée avec les différentes couches, les différents matériaux utilisés, les différentes épaisseurs et notamment bien détailler le complexe d'étanchéité dans son ensemble. Sur les étanchéités pour les toitures dalles terrasses, il faut veiller à bien recouvrir les différents laits adaptés à la technique de solidarisation par soudure ou par collage pour la protection antiracinaire. Il faut veiller aussi à s'assurer d'une bonne compatibilité chimique entre la membrane antiracinaire avec l'étanchéité de la couverture dalle et, si besoin, installer aussi un écran de séparation. On peut aussi faire attention enfin, il faut faire attention d'ailleurs aux espèces, plutôt privilégier des espèces à racines traçantes plutôt que racines pivots qui ont tendance à avoir des racines qui plongent profondément et donc qui peuvent être plus sujettes à dégrader le complexe d'étanchéité. Tout ça, bien entendu, dépend du type de plante. Enfin, il faut vérifier et entretenir tous les systèmes d'évacuation, donc les drains, les gouttières, les cornières de séparation, pour éviter toute obstruction au passage de l'eau. Donc le principe, globalement, c'est que l'eau tombe sur la toiture végétalisée et que les différents dispositifs permettent d'évacuer l'eau classiquement jusqu'aux descentes d'eau pluviale. Donc un exemple de bonne pratique, ce qui est souvent utilisé, sont donc des cornets de séparation ajourés avec un taux d'ouverture minimum de 20% de mémoire qui permettent de laisser passer le surplus d'eau lors de la couche drainante vers la zone stérile, puis vers les évacuations, donc vers les gouttières jusqu'en bas de bâtiment. Alors, du coup, pour l'enseignement d'après, tu l'as un petit peu évoqué aussi en introduction, qu'il y avait potentiellement différentes solutions en fonction des modes constructifs. Et du coup, on est sur ce sujet-là, sur l'enseignement suivant. Voilà. Donc, en lien aussi avec le cadre réglementaire qu'il permet, eh bien, tout simplement, l'enseignement, c'est choisir un dispositif de végétalisation adapté au mode constructif existant. Le constat étant que lors de la rénovation d'un bâtiment, la mise en œuvre d'une toiture végétalisée n'est pas étudiée. Et ce que je voulais insister aussi là-dessus, c'est que finalement, on a enfin, on a quelques exemples de toitures végétalisées à La Réunion, et on constate un phénomène, c'est que les gens sont peu enclins, ne veulent pas installer de nouveau des toitures végétalisées. Par expérience, certaines collectivités qui ont fait ce pari, qui ont fait des tests, sont relativement peu satisfaite du résultat. Mais cela peut s'expliquer par tout ce qu'on évoque ici, des problèmes de mise en œuvre, d'entretien, d'irrigation, etc. Donc l'idée aussi du webinaire, du guide, c'est entre guillemets, de faire la promotion, de dire que cette solution existe, qu'elle est possible dans les DOM sous nos climats, à condition de respecter certains points. Et notamment ici, l'enseignement, c'est qu'on n'y pense pas en rénovation, mais c'est tout à fait possible. Donc qu'on soit en dalle terrasse, en toiture terrasse, dalle béton ou en toiture tôle inclinée, il y a différents types de solutions qui existent, qui peuvent être étudiées pour faire un beau projet de toiture végétalisée. Donc, l'impact dans ce cas-là, c'est effectivement qu'on n'a pas on n'a pas du tout les effets recherchés par la toiture végétalisée sur le volet thermique, sur le volet confort, visuel, esthétique. Et les bonnes pratiques, c'est tout simplement, lors de la rénovation de site, eh ben, étudier la possibilité de mettre en œuvre une toiture végétalisée en fonction des contraintes. Donc, en fonction du type de structure, de la charpente, des surcharges admissibles, des effets d'arrachement, sachant qu'ici, on est soumis au risque cyclonique, donc il faut aussi porter attention à ce point-là. Donc, bien entendu, il faut prendre un tâche avec un bureau d'études structure pour étudier cette faisabilité-là, notamment vis-à-vis de la structure existante et sa capacité à absorber une surcharge supplémentaire par rapport à l'existant. Consulter également un contrôleur technique pour la faisabilité, notamment sur le point qu'on a vu tout à l'heure, sur le complexe d'étanchéité et sa capacité à accueillir une toiture végétalisée, ou éventuellement la nécessité de changer le complexe existant vers un nouveau complexe tout en un, qui s'intègre bien à la toiture végétalisée.
Varier les épaisseurs de substrat, ça c'est une idée qui nous a été remontée par l'UNEP. Donc par exemple, repositionner les reliefs, donc là où il y a un peu plus de surcharge, au-dessus des éléments porteurs, au-dessus des poutres, etc. Et enfin, opter plutôt pour des solutions extensives, mais c'est ce qu'on préconise en général dans le guide, lorsque la surcharge acceptable est faible. Donc, quelques exemples de mise en œuvre. Bon, il y a en rénovation et en œuvre, bien entendu. Donc, une photo qu'on avait déjà vue tout à l'heure sur une toiture tôle inclinée, mais aussi sur des toitures terrasses, en structure béton, en structure sèche, par exemple avec une charpente bois plus tôle. Alors, pareil, on en a un petit peu parlé forcément dans les autres enseignements, mais on en a fait un enseignement à part entière aussi sur le fait de lutter contre le développement d'espèces invasives. Donc, on n'est plus sur les questions d'entretien au long terme sur la toiture végétalisée. Ah. Donc, effectivement, la toiture végétalisée, c'est un système vivant est relativement complexe et donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer de spécialistes. Il faut notamment, et c'est l'objet de cet enseignement, lutter contre le développement des espèces invasives. Donc le constat, c'est que tout simplement des espèces invasives se développent en lieu et place des espèces initialement plantées. Donc là, sur les deux premières photos, on a une petite vue donc de l'environnement immédiat du bâtiment où on a des espèces présentes et de la toiture ensuite végétalisée à côté. Donc la toiture végétalisée dont les plantes initiales, donc la monoespèce en l'occurrence Cynodon, a totalement disparu, donc laissant la toiture à nu. Et donc cette espèce invasive à proximité, en dehors du site, commence à se propager petit à petit sur cette toiture végétalisée laissée nue. Sur la troisième photo, on voit par exemple le développement de lianes, un développement un peu anarchique, de lianes envahissantes et qui peuvent éventuellement étouffer la végétation originelle. Donc les impacts, c'est bien entendu la modification des effets recherchés avec la toiture végétalisée, donc le rafraîchissement par l'évapotranspiration. Les plantes adventices n'ayant pas forcément les mêmes propriétés que les plantes initiales en termes de densité, de surface foliaire, de besoin en eau, etc. Souvent, on a vu tout à l'heure tout ce qui est lié au problème d'irrigation, d'arrosage. Le fait d'arrêter d'arroser une toiture peut permettre la disparition des espèces initiales et l'apparition de nouvelles espèces non désirées. Ça peut aussi avoir comme impact un risque de dégradation de l'étanchéité du couvert par la pénétration des racines de ces nouvelles espèces invasives et non adaptées, non désirées initialement. Enfin, il y a le défaut esthétique parce que la toiture végétalisée telle qu'on l'a voulu, le taux de couverture de 80%, les espèces initialement choisies peuvent être amenées à disparaître à cause de l'invasion de ces nouvelles plantes. Donc en termes de solutions correctives, il n'y en a pas 10 000. Il faut tout simplement passer par un contrat d'entretien avec un spécialiste de la botanique et l'entretien des végétaux, et donc avec des opérations de désherbage manuel des espèces invasives. Encore faut-il pouvoir les identifier. Et enfin, on peut éventuellement bouturer des espèces et les replanter si nécessaire. Les bonnes pratiques, donc prévoient un suivi spécifique pendant la période d'installation des jeunes plants et de parachèvement, donc à la mise en œuvre de la toiture végétalisée, et prévoir dans ce contrat d'entretien qui commence dès cette phase, on le rappelle, environ 3 visites par an. On peut éventuellement adapter selon les micro-régions, les microclimats, mais ce qu'on retient, c'est à peu près ce qui est préconisé, c'est plus de 3 visites par an. Et donc, adapter les espèces au microclimat, voire donc avec un professionnel, comme je disais, de la botanique ou de l'horticulture. Ce qui peut être pratique aussi, c'est de développer une fiche d'intervention avec ce carnet à l'état initial, listant toutes les espèces désirées, implantées pour pouvoir les reconnaître facilement visuellement. Ce sera notamment utile lorsqu'on va changer de prestataire de maintenance pour que le nouveau prestataire qui arrive sur le site et qui n'a pas mis en œuvre cette toiture végétalisée puisse reconnaître les espèces qui sont désirées et celles qui sont envahissantes. Donc voilà, une petite photo d'intervention de maintenance annuelle avec du désherbage manuel dans le cadre d'un entretien, dans le cadre d'un contrat d'entretien. Pardon. Donc sur l'enseignement d'après, on est toujours dans la même idée des espèces invasives, et là plus spécifiquement celles
qui ont un développement racinaire trop important. Et voilà, parce qu'effectivement, dans l'espèce invasive, on a différents cas de figure et on peut avoir celui-là. Donc, nous, en l'occurrence, on l'a rencontré. On a intitulé l'enseignement Retirer les espèces au développement racinaire susceptibles de perforer l'étanchéité à l'eau. Donc, le constat, c'est que des espèces arbustives ou arborées se développent à la place des plantes initialement désirées planté initialement. Donc sur ces deux photos, la photo de gauche, on voit la photo d'un jeune pousse d'avocatier marron dont le développement des racines, en grandissant, peut entraîner un risque sur le dispositif d'étanchéité à l'eau. Sur la photo de droite, on voit une autre espèce avec déjà une hauteur de pratiquement 2 mètres et des racines qui ont commencé à s'installer et avec suspicion d'avoir déjà perforé le dispositif d'étanchéité de la toiture. Donc l'impact, comme je disais, c'est la perforation enfin le risque de perforation du dispositif d'étanchéité dans son ensemble, les différentes couches qui ont cette utilité, et qui peut entraîner donc par voie de conséquence des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment. Les solutions correctives, comme tout à l'heure, il n'y en a pas 10 000. Il faut de l'entretien, et notamment du désherbage manuel. Notamment, il faut faire attention lors de l'enlèvement de ces individus de taille importante à les retirer soigneusement et vérifier l'intégrité du dispositif d'étanchéité après l'opération d'enlèvement. Et encore une fois, c'est toujours une bonne idée de bouturer des espèces adaptées, de les replanter si nécessaire, notamment en lieu et place de ces sujets retirés. Donc, en termes de bonnes pratiques, on y revient. Donc, c'est 3 visites par an préconisées pour réduire la possibilité d'installation, d'implantation spontanée de sujets indésirables. Il faut veiller aux espèces à ce qu'elles soient bien adaptées au microclimat, contrôler l'état d'arrosage automatique, vérifier aussi l'absence de fuite et d'infiltration en sous-toiture. Donc les fuites d'eau importantes, on a une petite vidéo après pour illustrer ça peut-être. On verra peut-être en fin de séance. Donc les fuites importantes d'eau peuvent créer un terrain propice à l'apparition de ces espèces-là invasives et notamment espèces invasives de grande taille de type arbuste, arbre, etc. Il faut aussi prévoir une adéquation entre le dispositif d'étanchéité à l'eau et les espèces implantées, bien entendu. Et comme je disais tout à l'heure, cette idée de carnet, de fiche d'intervention listant les espèces initialement présentes et désirées et qui permet de distinguer les espèces invasives. Ok, merci. Donc sur la partie retirer les espèces indésirables, donc on avait à la fois pour la durabilité des autres espèces et à la fois pour l'intégrité de l'étanchéité à l'eau. On va revenir sur l'arrosage aussi maintenant, puisque tout à l'heure... Ah non, pardon, tu avais une bonne pratique peut-être avant à donner. Oui, c'était encore la même photo que tout à l'heure. C'est lors d'un contrat d'entretien de végétalisation avec ces opérations de désherbage manuel, de bouturage et d'apport nutritif si nécessaire. Ça permet aussi de repérer ces individus de grande taille avec un risque pour la durabilité de la toiture végétalisée. Ok. Et du coup, maintenant, on peut revenir sur l'arrosage. Donc après avoir expliqué tout à l'heure l'intérêt de bien dimensionner cet arrosage, là, on était plus sur le côté entretenir et contrôler ce dispositif qui a été mis en place. Voilà. Donc, ce qu'on n'évoque pas ici, mais qui sera rappelé dans le guide qui sera disponible très bientôt, c'est on a des documents de référence au niveau national qui existent, des recommandations, des règles professionnelles sur la mise en place de toitures végétalisées et également sur la conception et l'entretien des systèmes d'arrosage. Le souci étant que peut-être il faudrait quelques adaptations au DOM, et donc là on invite les experts des territoires à éventuellement participer pour faire des apports. Donc ce qu'on a constaté, l'enseignement, donc entretenir et contrôler le dispositif d'arrosage en place, c'est que les systèmes d'arrosage ne sont pas contrôlés ni maintenus. Tout comme la toiture végétalisée, il faut penser aussi à entretenir et contrôler les dispositifs d'arrosage. Donc là, on voit sur les deux photos de non-qualité un développement de végétation à l'intérieur d'un regard, donc ce qui indique qu'aucun entretien n'est effectué. Et à droite, on voit cette photo de buse qui est cachée sous la végétation et qui finalement ne permet plus de jouer son rôle pleinement avec un arrosage adéquat de la surface qui lui est dédiée. Donc on a peut-être une petite vidéo si je sais pas si la technique nous le Ouais, permet ou si si on le ça te verra pas. dérange pas, je pense qu'on la mettra à On la fin parce que verra j'ai à la peur de fin, on perdre le verra fil oui, de la pas de présentation. souci.
Pas de souci. On verra une petite vidéo à la fin pour vous montrer le cas d'une fuite d'eau en continu. Parce que le souci étant effectivement que cette absence de détection de fuite peut entraîner une surconsommation d'eau potable. Et donc, il faut rappeler que par nature, par essence, tout ça est en hauteur. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui monte régulièrement en toiture ou une maintenance régulière ou un suivi de consommation d'eau, on peut avoir très rapidement des consommations d'eau potable très importantes. Voilà, ce qui entraîne d'autres conséquences par ailleurs, notamment financières. L'arrosage peut être inadapté à cause de ce manque d'entretien des dispositifs. Il peut être insuffisant ou trop important, ce qui peut entraîner la dégradation ou la disparition de la végétation initiale. On a d'autres risques annexes, par exemple le risque de pile hors service sur tout ce qui est vanne programmable autonome. On peut avoir un risque de colmatage aussi des réseaux et des asperceurs et différents dispositifs d'arrosage en cas d'usage d'eau recyclée ou réutilisée. Et il faut faire attention aussi au risque de pollution du circuit d'eau potable en cas de défaut sur les disconnecteurs. Donc vraiment, ce qu'on conseille, c'est lors de la mise en œuvre de l'arrosage, pareil, de faire appel à des professionnels de l'entretien des espaces verts en général, des paysagistes, pour contrôler donc tous ces systèmes d'arrosage, détecter d'éventuelles fuites, vérifier les témoins d'usure des piles sur tout ce qui est équipement type vanne programmable, vérifier la pression et l'état physique des équipements, des connexions électriques des différents équipements type vanne, électrovanne, etc. Et vérifier, bien entendu, la bonne couverture des zones à arroser. En termes de bonnes pratiques, donc, il faut élaborer un tableau de périodicité des opérations de maintenance sur les systèmes d'arrosage. Pareil dans les documents de référence, donc déjà dans les documents des ouvrages exécutés et dans les documents d'intervention ultérieure sur les ouvrages. Il faut respecter ces fréquences de vérification des équipements de type électrovanne, donc les fréquences qui sont aussi renseignées dans ce tableau de périodicité d'entretien et de suivi et mettre en place des solutions plutôt automatisées avec des systèmes d'alarme et de défaut. Également, dans ce suivi d'opérations, consigner toutes les actions hydrauliques, mécaniques et aussi électriques effectuées dans le carnet de suivi. On parlait tout à l'heure de piles hors service dans certains équipements autonomes. Il faut veiller à renseigner les dates de remplacement des piles, les dates de durée de vie prévisionnelle, etc. Et éventuellement, ce qu'on préconise, c'est d'installer un compteur d'eau dédié et connecté pour le suivi des consommations d'eau potable pour détecter tout souci sur l'usage de l'eau. Donc voilà, lors des opérations en termes de bonnes pratiques, lors des opérations de visite annuelle, donc les 3 préconisés par an, il faut aussi veiller à contrôler les regards, nettoyer éventuellement ce qui doit l'être autour du regard pour permettre son accessibilité, vérifier à l'intérieur qu'il n'y ait pas de fuite apparente, pas d'éléments rouillés, voilà, pas de soucis sur les équipements, qu'éventuellement tout ce qui est pile soit en bon état, etc. Et du coup, pour le dernier enseignement, qui est un petit peu un enseignement pas résumé, mais Oui. qui reprend pas mal d'éléments vus auparavant, où on voit que finalement les non-qualités qu'on a pu observer, on sait assez facilement les expliquer, et très souvent, le fait d'avoir une bonne connaissance de ce qui a été mis en place initialement qui peut jouer un rôle fondamental dans la durabilité de cette toiture végétalisée. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, même si le cadre réglementaire permet de mettre en œuvre ce type de solution, malheureusement, on a l'impression que les maîtres d'ouvrage sont peu enclins à faire de la toiture végétalisée. Et c'est dommage parce que finalement, tous les soucis qu'il peut y avoir peuvent facilement s'expliquer par tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et viennent aussi du fait, justement, qu'on manque de la documentation pour le suivi de cette toiture végétalisée-là. Donc, on souhaitait finir sur un enseignement qui parle de fournir une documentation complète pour le bon suivi de la toiture végétalisée, parce que le constat est le suivant, c'est que la maîtrise d'ouvrage ne dispose pas de la documentation utile, donc tout ce qui est documents de conception de réalisation tels que le DOE ou d'entretien, donc les documents d'intervention ultérieure sur les ouvrages, des contrats de maintenance à disposition, et ce, dès la phase d'installation des végétaux jusqu'à l'entretien courant. Donc, cette absence de transmission-là ne permet pas de maintenir les objectifs visés. Donc, en termes de taux de couverture, par exemple, si on souhaite avoir un taux de couverture de 80%, en termes de diversité, en termes d'espèces, en termes de capacité de rétention d'eau de la toiture.
On a aussi en termes d'impact l'absence d'informations sur la conception de la toiture végétalisée, donc les différentes couches, les systèmes d'arrosage, enterrés, etc. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on peut changer d'équipe de maintenance, donc avec une nouvelle entreprise qui n'a pas installé la toiture végétalisée et qui vient faire la maintenance et qui peut-être n'a pas tous les éléments nécessaires pour mener à bien sa mission d'entretien courant, éventuellement de rénovation de la toiture végétalisée. Et ça peut être aussi le cas du côté de la maîtrise d'ouvrage. Les interlocuteurs peuvent être amenés à changer de travail, de mission, de localisation, etc. Ce qui fait que potentiellement la personne qui a suivi le projet au départ n'est plus là. La personne qui reprend le suivi de cette toiture végétalisée n'a pas les éléments à disposition, on ne sait pas retrouver les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre la toiture végétalisée, savoir comment elle était conçue initialement, comment elle était désirée et finalement comment elle est pour pouvoir faire les opérations nécessaires. Donc ça entraîne effectivement une difficulté pour ces interventions de maintenance sur la toiture en elle-même, mais aussi sur tout ce qui est complexe d'étanchéité. En termes de solutions correctives, il peut être nécessaire de mener un travail de recollement par un bureau de contrôle et de notamment réutiliser enfin, essayer de reconstituer un DOE à partir des documents techniques de référence. Donc, on va essayer de retrouver le type et éventuellement la marque, le fournisseur de la toiture végétalisée, essayer de retrouver les documents techniques, donc le type ATEC ou DTA, nécessaires normalement enfin, nécessaires lors de l'assurance décennale qui normalement doivent être fournis et enregistrés quelque part. Donc ces éléments-là peuvent déjà permettre de reconstituer un bout de DOE. Et ensuite, reconstituer aussi à partir du lot toiture végétalisée ou étanchéité du CCTP, même si on n'a pas forcément toutes les informations nécessaires. En termes de bonnes pratiques, donc on peut établir une fiche projet d'aide à la conception selon les règles professionnelles que j'évoquais tout à l'heure. On a déjà des documents de référence qui existent au niveau national, même si éventuellement il peut y avoir des petites adaptations pour les DOM. Et conditionner la réception à la présence et à la conformité des DOE. Ça, normalement, c'est le cas pour tout type de travaux. C'est pas forcément suivi, mais effectivement, il faut veiller à conditionner cette réception à la fourniture des DOE dans son entièreté. Enfin, il peut être utile de garder une copie de la documentation en version papier, et notamment une version papier qui est disponible à tout moment en un endroit stratégique. Donc, on a mis là, par exemple, la porte un porte-document, par exemple, sur la porte d'accès à la toiture végétalisée ou au niveau de l'ascenseur ou en local technique à proximité. Bref, en un endroit accessible, facile, par où passe l'équipe de maintenance pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Voilà, du coup, on a fait le tour des enseignements qu'on souhaitait vous partager. Donc voilà, vous avez dû voir on n'a pas eu trop de mal à avoir des photos de bonnes pratiques, parce que de la bonne pratique, il y en a sur beaucoup de toitures végétalisées. Nous, ce qu'on voulait, c'était quand même optimiser ce qu'a dit Cyril. Il y avait potentiellement aussi un frein à l'utilisation, à la mise en œuvre de toitures végétalisées, mais qu'on sait aussi pourquoi et quelle non-qualité peuvent nourrir ces choix-là, alors qu'en fait, on a des solutions et des possibilités de bien faire les choses. Alors, je vais essayer de faire la petite manip pour vous montrer la petite vidéo qui concernait l'entretien et le contrôle du dispositif d'arrosage. Voilà, voilà. Ouais, alors, D'ailleurs, plus que la je vais- vidéo, d'ailleurs, ça va être le son qui va être intéressant pour nous si on arrive à. Donc, pour commenter un petit peu, on n'entend pas très bien, mais donc ça, c'est d'une visite en toiture. Donc, j'entendais le bruit de loin. Et donc, en fait, c'était une fuite permanente sur une toiture végétalisée, non entretenue. Et vous donc voyez la différence entre l'endroit où il y a la fuite d'eau avec une végétalisation, enfin une végétation assez abondante, avec des espèces invasives, un arbuste, etc. Et le reste de la toiture qui est plutôt classique. Et donc le fait que je monte en toiture, la petite anecdote, le fait que je monte a permis de faire savoir au maître d'ouvrage qu'il y avait une fuite continue et conséquente sur ce bâtiment. Et comme de par hasard, en dessous, il y avait des infiltrations d'eau dans la salle en dessous. Et donc, on a compris pourquoi. Et d'où l'intérêt aussi de ces visites trimestrielles, par exemple, de contrôle, de suivi, de maintenance, détecter notamment ce genre de soucis qu'il peut y avoir. Ok, merci Cyril. Du coup, je vais faire un petit tour sur les questions s'il y en a. J'ai vu qu'il y a eu des questions, mais des réponses qui ont été données aussi.
Tic, tic, tic. Je crois qu'il y avait une question sur des avis techniques. Est-ce qu'il y avait des procédés avec avis techniques qui existaient? Je ne sais pas si tu as la réponse, Cyril. Je lis la question en même temps. À ce jour, aucun avis technique de végétalisation ne vise les drones. Alors c'est bien possible et c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est qu'on a des documents au niveau national, mais comme c'est souvent le cas et pour différents corps d'État dans le bâtiment, c'est qu'on a des choses qui ne s'adaptent, enfin qui sont pas prévues pour les DOM, les DROM notamment. Donc effectivement, il peut y avoir des manquements. Et donc nous, pour rappeler, on est dans un rôle de, voilà, c'est pas un état de l'art, ce sont pas des règles de l'art, ce sont juste des constats de non-qualité, de mauvaises pratiques qui ont des impacts sur l'objectif recherché. Donc l'idée aussi de ces échanges et de ces webinaires, c'est d'échanger avec les professionnels, les experts de chaque sujet et de faire remonter les connaissances et les expertises locales pour pouvoir enrichir éventuellement les documents de référence. Donc d'ailleurs, ça fait Donc voilà. l'objet dans le guide, hein. Pour chaque enseignement, on a mis les références qui étaient existantes, mais aussi, je crois que c'est en conclusion ou en introduction aussi, on montre un petit peu par ce travail ce qu'il manque et où est-ce qu'il faudrait aller pour continuer à progresser. On a des éléments de réponse pour pouvoir constituer ces référentiels. Et donc il y a tout ce travail d'identification des manques dans les référentiels. Et clairement, sur les toitures végétalisées, oui, il faut continuer à aller plus loin pour avoir voilà, de vrais référentiels qui soient adaptés aux différents territoires ultramarins. Donc c'est aussi l'objectif, hein, on le verra sur les autres sujets qu'on abordera. C'est parfois le cas, des fois on a des référentiels qui sont adaptés, et pour d'autres sujets, on ne l'a pas. Et donc tout l'objectif de ce dispositif Rex Bâtiment Performant, bah, c'est d'être un petit peu en amont de tout ça pour dire, bah voilà, quitte à faire un référentiel, voilà nous ce qu'on a observé comme non-qualité. On a des réponses à apporter. Parfois, on n'a pas de solution. On l'a vu, hein, parfois, il n'y a pas de solution, si ce n'est de refaire correctement les choses. Donc, on a des bonnes pratiques initiales à transmettre. Donc, c'est vraiment ça l'objectif aussi. Et c'est tout le travail. Ça me permet de faire le lien aussi un petit peu avec les assises de la Les construction assises. durable qui sont là pour justement mettre en exergue un petit peu tous les manquements et puis comment aller sur des référentiels qui apportent les réponses pour chacun d'entre vous sur les différents territoires. Donc il y a un livre blanc qui va être présenté à la session de Batimat début octobre. Donc tout le travail qui a été fait par les collaborateurs sur les différents territoires. Et vous retrouvez ces éléments-là sur le site Ombré pour tout ce qui concerne les assises de la construction durable et justement cette question de référentiel, comment aller avancer un petit peu sur tous ces sujets-là. Je t'ai coupé la parole, peut-être Cyril, tu voulais rajouter quelque Non, chose? non, il n'existe pas. J'étais totalement en phase et j'allais effectivement évoquer le sujet des assises. On a le cas sur plusieurs corps d'état du bâtiment. Donc, par exemple, le DTU 43.1, il me semble, ne couvre pas totalement les DOM non plus. Et effectivement, c'est un vrai manquement qu'on a parfois sur certains sujets. Mais il n'empêche que malgré ce manquement, des toitures végétalisées ont été posées. Donc, en fait, pour moi, la question n'est pas de savoir si ça se fait ou enfin si ça peut se faire ou se fait pas. Ça se fait déjà. Donc, l'idée, c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'il faut amender au texte déjà existant, qu'est-ce qu'il faut remonter de plus. Et c'est là où nous, on arrive un peu à nos limites de compétences à notre niveau. C'est qu'on connaît globalement les mauvaises pratiques, les non-qualités, les soucis qu'il peut y avoir. Mais on a aussi besoin d'experts dans chaque domaine. Comme je disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des règles professionnelles de la DIVET. Effectivement, nous, on l'évoque en termes de référence dans l'ensemble du guide, hein, sur tous les points. Mais par exemple, sur les espèces interdites, on n'y est pas du tout. Ce ne sont pas du tout les mêmes espèces. Par contre, oui, sur les étanchéités, éventuellement l'isolation, l'entretien, l'irrigation, bon, il peut y avoir oui, il y a des choses qui se rejoignent. Mais il faut pouvoir amender. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'exemple, je l'avais consulté le conservatoire botanique et même plusieurs experts sur les espèces. Aujourd'hui, on ne sait pas, à ma connaissance, on ne sait pas dire quelles sont les espèces, entre guillemets, autorisées en toiture végétalisée. On sait à peu près les espèces qu'il faudrait ne pas mettre, mais on ne sait pas celles qui sont autorisées. Il n'y a pas de liste d'espèces autorisées.
Donc, il y a peut-être un travail à faire. Et là, ça, voilà, il faut consulter les paysagistes, les botanistes, les horticulteurs, le conservatoire botanique, etc., pour pouvoir peut-être définir cette liste. Ou se dire que cette liste n'est pas possible, mais alors juste une liste d'espèces interdites. Voilà. Donc, on est au carrefour de plusieurs compétences entre l'étanchéité, le génie civil, l'entretien des espaces verts, le paysage, etc. Ok, moi, ça répond à une question qu'il y a eu. Il y a une autre question. Existe-t-il des essences pour des épaisseurs substrat inférieures à 3 centimètres? Alors, je crois que dans tes visites, t'as pas vu on n'a pas considéré toiture végétalisée des substrats qui étaient inférieurs à 3 centimètres. Alors, non, par contre, effectivement, on a un procédé spécifique de toiture végétalisée par panneau préassemblé avec une épaisseur plus faible, sachant que théoriquement, la loi APA prévoyait dans sa définition d'une toiture végétalisée une épaisseur de substrat de 8 à 10 centimètres minimum. Et donc, en l'occurrence, ces panneaux de cette solution-là ne font pas 8 centimètres à ma connaissance. Donc, la définition même enfin, varie selon les fournisseurs et selon le cadre réglementaire. Pour ma part, j'ai pas vu de substrat de 3 centimètres. Voilà. C'est très faible, hein, parce que nous, globalement, les toitures végétalisées classiques, c'est de la scorie volcanique. Donc, vous voyez bien que 3 centimètres, on n'arrive pas à caser beaucoup de scories là-dedans et il n'y a pas un ancrage nécessaire pour les racines des plantes, des végétaux. Voilà. Donc, c'est une bonne question, voilà, qu'on peut partager. Il y avait une Sur autre les, question. Pardon, vas-y. Ouais, on a une question sur les milieux amazoniens. Malheureusement, je ne connais pas du tout cette zone-là, mais on peut poser la question parce que ce qui est bien dans Ombré, c'est qu'on est en lien avec des partenaires de tous les territoires. Et donc, on peut poser la question à nos partenaires de Guyane, par exemple. Et on peut se mettre en relation pour essayer de creuser cette question. Sachant que la bonne pratique que tu as donnée tout à l'heure, elle est tout à fait valable aussi, hein. Il n'y a pas mieux que les personnes compétentes sur place, conservatoires botaniques, etc., qui connaissent le milieu pour donner les bonnes informations. Donc ça reste une bonne pratique quand même de s'entourer des connaisseurs autour de son territoire. Des connaissances locales, oui. Ouais. Alors, je continue à regarder rapidement. Je crois qu'il y avait une question sur Batimat. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute si c'est le mardi ou le mercredi qu'il y aura une présence ombrée à Batimat. Ça, c'est possible de retrouver l'information sur le site ombré. C'est au tout démarrage, hein. C'est soit le mardi ou le mercredi. Mm. Voilà, merci Aurélien qui nous donne la bonne information. 1er octobre, 9h30. Alors, je fais vite fait le tour. Ah oui, il y avait peut-être une petite question qu'on a loupé aussi sur un point qui n'a pas été évoqué effectivement sur la tenue au vent pour les zones cycloniques. On l'a peut-être évoqué très rapidement en une phrase dans le guide, mais pas ici. Effectivement, se pose la question de la tenue de certaines espèces, notamment, on va dire, d'une hauteur de entre 30 et 1 centimètre et 1 mètre, avec un fort enracinement. Effectivement, aujourd'hui, j'ai pas assez d'éléments. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas traité l'enseignement par entière là-dessus, c'est qu'on n'a pas assez d'enseignement. On a eu, pour information, la réunion des cyclones ces quelques dernières années de moyenne et forte intensité. À ma connaissance, il n'y a pas eu de dégradation à proprement parler sur une toiture végétalisée suite au passage d'un cyclone. Par contre, enfin, il est tout à fait possible que notamment les vents et les pluies de forte intensité aient tendance à dégrader la toiture végétalisée, à enlever une partie du substrat. Par exemple, on parlait des scories tout à l'heure, il peut y avoir des phénomènes d'érosion. Il y avait une autre remarque sur les différents types de végétalisation possibles aussi, et notamment pour essayer de lutter contre le percement des membranes d'étanchéité par des sujets qui sont trop importants, etc. Je pense que ça rejoint un petit peu les bonnes pratiques qu'on a pu voir et qui avaient été proposées par des bureaux d'études aussi, notamment en rénovation, c'est de pouvoir
faire du hors-sol, entre guillemets, si la structure le permet. Donc de ne pas être à même la toiture végétalisée, donc sur un substrat vraiment sur le complexe d'étanchéité, mais sur vraiment du hors-sol, quoi, dans des bacs ou des choses comme ça. Mais là, la question structurelle se pose bien évidemment. On avait eu ce sujet-là, notamment dans un rapport 12 enseignements qui avait été fait en hexagone sur la végétalisation des bâtis existants, où voilà, ils avaient fait le choix de positionner des sujets un peu plus conséquents qui potentiellement avaient généré un risque pour l'étanchéité, où ils ont été positionnés dans des bacs et sous des poteaux, enfin au niveau de la structure où c'était le plus à même de recevoir des charges un peu plus importantes. Donc ça avait double effet, on l'a mis dans un endroit où structurellement ça pouvait fonctionner. Et en plus, du coup, il n'y avait pas des sujets un peu plus importants. On s'écartait des possibilités de percement de la membrane d'étanchéité. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire du hors-sol. Alors moi, dans ce que je vois, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des remarques. Le sujet est ouvert, hein, de toute manière. Donc il y a différents interlocuteurs. Il y aura sur 2025 aussi des ateliers, hein, sur les sujets des ateliers ombrés. Donc n'hésitez pas à regarder soit sur le site ombré directement, soit la chaîne YouTube, la newsletter de Ombré également aussi. On mettra les ateliers quand ils auront lieu, les dates. Donc sur tous les territoires, il y aura des ateliers sur différentes thématiques, en fonction des enquêteurs, en fonction des besoins de chacun. Mais n'hésitez pas à demander sur votre territoire si vous souhaitez aborder une des thématiques qui a été traitée dans le cadre du dispositif RexBP, qui a un livrable de 12 enseignements existants, etc. Si vous souhaitez diffuser l'information auprès des exploitants, auprès de différentes maîtrises d'ouvrage aussi, faut pas hésiter, hein. Nous, jusqu'à fin 2025, du coup, le programme Ombré, dans sa deuxième session, se poursuit jusqu'à fin 2025. Et 2025 est assez fortement consacré à la diffusion de l'information de tout ce qu'on a pu faire. Donc voilà, il y aura des ateliers sur différents territoires, donc n'hésitez pas à mettre ces sujets-là sur le devant. Moi, pour ma part, je pense qu'on a fait le tour. Cyril, est-ce que tu veux rajouter d'autres infos? Non, juste peut-être finir sur ce constat-là, c'est que on a une image peut-être un peu dégradée de la toiture végétalisée. Il faut retenir que les mauvaises choses qu'il y a pu y avoir s'expliquent assez simplement. Effectivement, il y a encore des manquements en termes de réglementaire, de documentation technique unifiée, etc. Mais globalement, je pense, j'estime qu'on peut faire un beau projet de toiture végétalisée. Maintenant, on sent bien que ce qui est imposé, la plupart des assujettis vont quand même aller sur de la solarisation des toitures, donc plutôt du photovoltaïque ou solaire thermique éventuellement, mais plutôt photovoltaïque. Mais il peut y avoir un intérêt. D'ailleurs, en métropole, on commence à avoir pas mal de toitures biosolaires, donc des toitures végétalisées avec panneaux photovoltaïques par-dessus. Bon, pourquoi pas? Il faut en, en gros ne pas comment dire, rayer cette option de la liste dès le départ. Et donc l'idée, c'était de dire aussi qu'on a quand même quelques toitures qui commencent à être entretenues à La Réunion. Et de ce qu'on a pu voir, qu'elles sont entretenues, elles remplissent bien leur rôle. On n'a pas de soucis, ou en tout cas des soucis relativement mineurs. On n'a pas de risque pour l'étanchéité, pas de risque pour l'infiltration. Donc globalement, ce qu'on a évoqué, c'est que dès la genèse du projet, il faut savoir dire ce qu'on souhaite. Ensuite, il faut se donner les moyens de suivre ce qu'on a mis en place, de vérifier qu'on maintient les espèces initiales désirées, qu'on maintient l'arrosage nécessaire, contrôler la consommation d'eau, faire un suivi et avec un bon contrat de maintenance, il n'y a pas de souci. La question peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu d'entreprises spécialisées en toiture végétalisée à La Réunion et à mon avis dans les DOM en général. Si jamais c'était amené à se généraliser, j'en doute, mais pourquoi pas, il faudrait peut-être aussi éventuellement en parallèle faire monter les compétences, faire de la formation aux entreprises d'espaces verts, d'entretien, etc., pour pouvoir éventuellement aller sur ce créneau-là aussi. Donc il y a d'autres questions qui sont liées. Donc globalement, aujourd'hui, on est à un moment où tout est ouvert, tout est possible. On peut avoir une généralisation des toitures végétalisées comme une disparition pure et simple. Donc l'idée, c'est de voir avec les différentes compétences et les différentes contraintes, sécurité incendie, entretien, accessibilité, etc.,
coût à la mise en œuvre, coût à l'entretien. Est-ce que tout ça tient la route et vers quoi on veut aller? Sachant que, comme on l'a dit, ça apporte de la biodiversité, on limite les îlots de chaleur, donc ça a aussi son intérêt. Voilà. Et peut-être aussi je crois que ça a été mis en remarque au tout début de la conversation, un des avantages aussi qu'on attend de la toiture végétalisée qu'on n'a peut-être pas mis, c'est finalement aussi de protéger en fait cette étanchéité à l'eau par la protection vis-à-vis des UV, vis-à-vis des chocs aussi. Quand on parle de cyclones, Oui, etc., il peut y avoir des objets qui tombent sur les toitures. Bah voilà, si on a un substrat, une toiture végétalisée qui est existante, ça participe à la durabilité de l'étanchéité et de la couverture en général. Donc c'est vrai que je croyais qu'on l'avait dit, mais peut-être qu'on l'a pas, il faudra qu'on le rajoute si on l'a pas fait. Voilà, on va prendre en compte les différentes remarques qui ont pu être faites là pour compléter le rapport qui continue son circuit de relecture. Et puis bah, là, on vous annoncera aussi, si ce n'est pas le cas, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Ombré ou du Rex BP, peu importe, puisqu'on on le diffuse via les deux canaux. Voilà, bah du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas de date encore à vous donner sur les prochaines webconférences, mais il y en aura au moins quatre autres, puisque sur les autres sujets, en Guadeloupe, on travaille sur un REX sur l'habitat vernaculaire et comment prendre en considération des bonnes pratiques de l'habitat vernaculaire pour l'adapter sur des bâtiments plutôt contemporains. Ou au contraire, on part aussi, hein, parce que c'est le principe du REX, de partir des non-qualités pour aller vers des bonnes pratiques. Donc c'est l'apprentissage par l'erreur. Donc on a vu aussi des tentatives d'utilisation de certains process d'habitat vernaculaire mis en place, mais finalement bah, ça ne fonctionne pas tout à fait comme on l'espérait parce qu'il y a des prérogatives. Et comme là on l'a vu aujourd'hui, en fait, on trouve les solutions. En fait, pourquoi ça fonctionne pas. On aura un sujet plus axé amélioration de l'habitat sur le travail qui est porté par Kebati en Martinique. Un travail sur l'éclairage artificiel, éclairage naturel en Guyane. Et puis à Mayotte, donc c'était la première fois où on allait faire du retour d'expérience à Mayotte dans ce cadre-là d'Ombré. Donc on était un petit peu plus large en termes d'ouverture pour les premières visites, où on s'est quand même attaché à travailler sur les différents modes constructifs qui existent à Mayotte et les bonnes pratiques et nos qualités par rapport à ces modes constructifs existants qui ont évolué au cours du temps. Donc pareil, toujours en termes de confort, de limitation des consommations liées à la climatisation, d'eau, etc. C'est l'objectif, hein, puisqu'on est dans un programme C2A aussi, c'est d'essayer de trouver des solutions dans ce sens. Donc on aura l'occasion de se revoir d'ici la fin de l'année sur ce format-là pour Ombré. Et on se retrouvera aussi sur ce format-là sur d'autres sujets, puisque le Rex BP, on le met à disposition de plusieurs autres sujets, pas uniquement sur l'outre-mer. On le met aussi à disposition de différents sujets, en hexagone aussi. Donc voilà, je remercie encore une fois Mariva Payette qui était présente aussi dans la salle pour la contribution à ce rapport. Ce sera la même chose pour les autres rapports, hein. On a toujours des contributeurs experts. N'hésitez pas, vous aussi, à nous contacter si vous vous sentez légitime et expert sur ces sujets-là. Nous, on est preneurs de de toutes les remarques et tout ce qui est constructif avant la diffusion de ces rapports. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. merci à tous pour votre écoute. À bientôt.